peut même rapprocher les chaises carrément. Hein, non, c'est vrai. L'étournement de la vente pétrolière ou du bois, etc., ça représente entre 100 000 et 400 000 morts qui viennent du Vietnam, qui ne figurent dans aucun manuel d'histoire. Ensuite, on assassine revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir et il y a débat. Tout cela sous la supervision de l'officier français qui était. Donc, à la fin des années 70, on a consulté, donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la dont on parle en France, ce sont des autoformations par rapport au financement politique qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'est la troisième raison. Et la quatrième, c'est qu'on fait exactement le contraire. Ce qu'on fait est illégal. Ne peut être fait que de manière. Vous avez 10% d'énergie. La France a pris les droits. La France-Afrique date d'assez longtemps. Parce que le sujet revient fréquemment. Le chef de l'État avait, il y a quelque temps, assuré qu'il s'en était fini de la France-Afrique. En même temps, si j'en lis certains livres, certains spécialistes de l'Afrique, la fin de la France-Afrique, c'est une tarte à la crème. Alors je vais vous demander de réagir peut-être chacun là-dessus. On en parle. Les promesses d'en finir avec la France-Afrique figurent dans les programmes électoraux depuis la fin des années 70. Lionel Jospin, on en parlait en 1995. Nicolas Sarkozy, je viens de le dire. Et les faits, cette réunion arrive tard, puisqu'elle a été programmée il y a quelques mois, mais finalement nous sommes dans l'actualité, l'anniversaire des indépendances, le 14 juillet, avec ce que prévoit le chef de l'État. Où en est-on aujourd'hui de la France-Afrique et comment en parlent les médias? C'est un petit peu de cela que je voudrais que l'on cause aujourd'hui. Sur les faits, le jugement tarte à la crème, qu'est-ce que vous en pensez, cette promesse qui est faite depuis des dizaines d'années? Peut-être Valérie Thomas, vous êtes une femme de terrain. Oui, alors évidemment, c'est vrai que cette promesse a été faite, refaite, renouvelée, et on n'en est pas tout à fait au bon point. Il faut recontextualiser les choses. Le film qu'on vient de voir, apparemment, c'est une série de conférences qui ont été données entre 2000 et 2002. Hein, c'est-à-dire qu'il y a presque 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, quand même. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais on n'en est plus au temps des barbouzes à ce point-là. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, bon, même si la position de Verschav était quand même une position militante, moi je suis journaliste, je ne suis pas militante. Donc, d'ailleurs aujourd'hui, oui. Voilà. Donc je ne défends aucune cause. Je me contente d'observer, de parler avec les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir quelque chose de complètement opposé. Si on avait une présentation de la part du ministère des Affaires étrangères, on aurait quelque chose de complètement différent. Donc il ne faut pas non plus tout prendre comme argent comptant. Verschav, dans ce qu'il dit, et notamment ce qu'il dit relativement à la convertibilité du franc CFA, est quand même sujet à caution. On pourrait lui opposer des arguments probants. Donc voilà, ça c'est vrai que c'était une image, et une certaine image, je dirais. Cela dit, il n'est pas faux de dire qu'il y a toujours des effets des réseaux en Afrique. En fait, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, le monde a changé dans le sens qu'il faut être politiquement correct, on ne peut plus employer des mots qu'on employait avant. C'est vrai que le focard n'existe plus. Avant, il y avait un monsieur qui avait une grande table où il plaçait les pions à gauche à droite. Maintenant, ce n'est plus ça du tout. Mais la France-Afrique existe toujours, nous on la voit tous les jours. La France a payé des droits de l'homme avec sa mission civilisatrice. Vous la dites aujourd'hui en Afrique, au Congo, au Gabon, on vous reconnaît. J'ai un ami personnel encore l'année dernière qui a été massacré devant l'ambassadeur français. Il a été tué devant l'ambassadeur français, il était français, nationalité française, et la France n'a pu rien faire parce qu'il y avait des contrats qu'on était en train de signer, notamment la cession du port de Pointe-Noire à M. Bolloré, et donc voilà, on ne pouvait rien faire. Voilà. Donc dire que la France-Afrique a changé parce que les méthodes ont changé, c'est du politiquement correct. De Chirac, de Mitterrand à aujourd'hui Sarkozy, ça n'a pas changé. Pour vous illustrer l'histoire de Sarkozy, je vais citer l'exemple
l'association des enfants de Zoé, qui était partie chercher des enfants au Tchad. Une fois qu'ils ont ramené les enfants, enfin qu'ils sont rentrés en France avec le Big Mac, tout le Big Mac qu'on a connu, il y a les résistants tchadiens qui sont rentrés dans N'Djamena. Ils étaient prêts à faire tomber Idriss Déby. Et c'est grâce à l'armée française qui est stationnée au Gabon, avec les satellites, qui ont donné la position des résistants tchadiens. Voilà. Donc la France n'envoie plus les barbouzes là-bas pour aller dégommer tel ou tel dictateur, mais il a d'autres moyens de faire intervenir les accusats, enfin des gens, sans qu'ils se mouillent la main. Alors, ça existe toujours comme depuis longtemps. Le Canada achète son uranium au Niger au prix du marché. La France n'achète pas son uranium au prix du marché au Niger. C'est la France qui contrôle l'uranium au Niger. Tout l'uranium. Et en plus, il arrive à les avoir deux fois. Étant donné que c'est une compagnie française qui exploite tout l'uranium, le premier pays producteur au monde de l'uranium, c'est le Niger. Donc, il a d'abord, par les prix bas qu'il maintient là-bas, parce que c'est la France qui détient le pouvoir de l'évaluer ou d'évaluer le franc CFA. On arrive au franc CFA encore. Et donc, il n'achète pas au prix du marché, et en plus, il a le monopole de l'exploitation. Et en plus, dans ces pays-là, il y a les accords que Foccart avait fait signer à ces pays-là. Un de ces accords secrets avait été dévoilé par Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale au Côte d'Ivoire. Dans un de ces accords secrets, qui sont encore appliqués aujourd'hui, signés par Foccart, il est dit que tous ces pays-là, ils ne peuvent vendre leurs matières premières en priorité qu'à la France. C'est-à-dire que même si le Canada présente, ou bien, je ne sais pas, n'importe quel autre pays, propose d'acheter ces matières premières-là deux fois le prix du marché, ils n'ont pas le droit de le vendre. La Côte d'Ivoire ne doit vendre son cacao en priorité qu'à la France. Les pays pétroliers, le Gabon et le Niger, en fait, tous ces minerais-là, on doit les vendre à priorité à la France. Voilà. Et donc, même si les Américains viennent proposer deux fois le prix, on n'a pas le droit. C'est des accords secrets qui sont... voilà pourquoi aussi il fait tout pour que ces gens-là restent en place. Si aujourd'hui il y avait des élections libres, on en arrive vraiment à ça, à penser ça chez les militants, dans tous ces pays-là, on ne serait presque qu'à chasser la France. Voilà. On serait presque à chasser la France, comme a fait dernièrement le Rwanda. Kagame a dit, moi les Français ils ont fait ce qu'ils ont fait chez moi, maintenant je vais parler anglais. On lui dit, mais pourquoi vous parlez anglais? Il a dit, pour le bien de mon pays. S'il faut que j'aille parler chinois pour que le Rwanda soit un bon pays, j'irai parler chinois. Nous, on nous fait parler français. De Chine Afrique d'ailleurs, en ce moment. On nous fait parler français, on a la culture française dans la peau, on nous pense qu'en français, et voilà, et la France fait tout pour nous maintenir vraiment la tête sous l'eau. Voilà. Ces pays-là ne seront jamais développés parce que la France ne le veut pas. Ce qui est important quand même de rappeler avant le film, c'est que les indépendances n'ont pas été décrétées. Je crois que la France a été obligée de donner les indépendances parce que la résistance était telle que les pertes au niveau de l'armée française commençaient à être importantes et il fallait donner les indépendances à ces pays-là. Si je prends le cas du Cameroun, la France a soigneusement éliminé tous les dirigeants politiques qui étaient des nationalistes, qui défendaient leur pays et qui n'avaient aucun intérêt autre que le bien-être de la population. Je peux citer Oumyopé, Wandje, Moumié, etc. Et ce que je dis pour le Cameroun, c'est valable pour tous les autres pays. On peut parler du Congo avec Lumumba, etc., etc. Donc le problème, c'est que soigneusement, avant de donner l'indépendance, avant d'accepter l'indépendance, les troupes coloniales ont anticipé sur la situation. C'est-à-dire qu'on élimine d'abord tous les dirigeants politiques qui posent problème, on cède l'indépendance et on met au pouvoir des chefs d'État qui seront opaques. Au Cameroun, c'était Ahidjo. Ahidjo, on ne sait pas d'où il est sorti pour être président, le premier président du Cameroun. On peut parler du Congo, on parlera d'autres personnes, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je veux dire, le système Foccart, moi, à la limite, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire que